Dans cette vidéo, je vous fais découvrir un métier clé dans la sécurité aérienne. Un métier qui recrute, et c'est d'ailleurs pour ça que cette vidéo est en partenariat avec la DSNA, la Direction des services de la navigation aérienne, et l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, qui forme justement à ce métier. Salut Florian, Salut, ça va? Lui, c'est Florian. Il est IESSA, ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne. Je l'ai retrouvé sur son lieu de travail dans un centre en route de la navigation aérienne. Concrètement, quand un avion décolle ou atterrit d'un aéroport, il est guidé par des contrôleurs aériens depuis la tour de contrôle de l'aéroport. Mais les avions en altitude sont guidés par des contrôleurs aériens situés dans des centres en route. Il y en a plusieurs répartis sur tout le territoire français, dont celui de Reims où je me suis rendu. Et c'est pas les mêmes contrôles qu'en aéroport. En aéroport, il va vraiment y avoir une notion de cadencement, c'est-à-dire faire passer les vols sur des timings où ils veulent décoller, ils veulent atterrir. Nous, on va vraiment avoir un travail de croisement, c'est-à-dire des vols qui sont déjà en l'air, mais qui vont risquer de se croiser au vu des trajectoires qui sont prévues par les compagnies aériennes. Dans ces centres, les contrôleurs aériens ont besoin d'un tas d'outils et de systèmes pour guider les avions. Et c'est justement le rôle des IESSA de garantir le bon fonctionnement de ces systèmes. Et nous, notre travail au niveau ingénieur, donc IESSA, ça va être vraiment de fournir tous les systèmes et de maintenir le bon fonctionnement des systèmes pour qu'ils puissent travailler de manière optimale. D'ailleurs, je précise que juste au-dessus, il y a une grande salle de contrôle aérien dans laquelle on ne pourra pas les filmer pour des raisons de sécurité. Petit domaine militaire au milieu, etc. Donc, on ne va pas pouvoir aller filmer là-bas. Voilà. En revanche, le métier de contrôleur aérien, justement, j'ai fait une vidéo la semaine dernière. Là-dessus, c'était à la tour de contrôle d'Orly. Je vous mets une petite fiche, comme ça vous pourrez aller voir. En fait, vous êtes les outils des salles de contrôle, Voilà. des tours de contrôle aussi, des choses comme ça. Oui, c'est ça. De tout le trafic aérien. Voilà, c'est ça. Des outils, et eux peuvent lire ce que vous leur envoyez finalement. Exactement, voilà. On fait en sorte de leur donner les meilleurs outils possibles et qui fonctionnent. Si jamais il y a la moindre panne, le moindre bug, le moindre truc, c'est ici que ça sonne. Voilà, exactement. Donc ici, là, on est dans la supervision technique, justement. C'est vraiment le cœur du service technique. Ouais. Ici, on va avoir l'état de tous les systèmes, que ce soit des systèmes locaux, c'est-à-dire ce qu'on fournit comme données présentement, et les systèmes avancés, c'est-à-dire tous les moyens, que ce soit des antennes radio, des radars, qui nous fournissent toutes les données dont on a besoin pour faire voler les avions. Et toi, d'ici, du coup, tu peux savoir si tout va bien au niveau du radar, par exemple, s'il y a une panne. Voilà, exactement. Si tu peux la réparer à distance, s'il faut aller sur place, etc. quoi. Voilà, en fait, on n'a pas besoin d'être sur place. Ici, tout est déporté, que ce soit même pour les systèmes locaux. Ils sont dans les salles techniques à côté, mais on les supervise depuis ici. C'est vraiment une supervision technique centralisée. Donc, il faut voir à ce que toutes les alarmes sont vraiment revenues ici, sont remontées ici. On n'a pas besoin de se déplacer physiquement. Pour expliquer un peu, mais derrière toi, il y a un panneau avec tout le nom des systèmes. Donc, je ne vais pas forcément filmer. Ouais, tu auras du mal à les voir d'ici. Ils sont flous, c'est très bien. Yes. Et chaque fois qu'il y a un problème, finalement, chaque système va se allumer en rouge, ça va sonner. C'est ça. Et donc toi, en tant que superviseur, tu es d'ailleurs le seul à appuyer sur ce petit bouton au centre de la table. Exactement. Qui veut dire que vous avez bien pris en compte la panne, l'alarme qui a sonné. Soit on va... Donc là, typiquement, tu vois, c'est une alarme qui concerne un des radars qu'on a à notre charge. Et il faut savoir que comme c'est redondé, ça a probablement basculé. Moi, je vois sur mes synoptiques que tout est resté ouvert. Que ça veut dire qu'il n'y a pas plus d'impact que juste sur le radar précisément. Okay. Mais c'est un niveau d'information dont on a besoin. Parce que s'il y a une des deux pattes du radar, par exemple, une des deux voies qui fournit des données qui est tombée, ça veut dire que si la deuxième tombe, on n'a plus rien. Là, il n'y a plus rien. Donc il faut faire vite un truc pour... Donc voilà, donc là, pour le moment, on ne va pas intervenir dessus tout de suite. Le collègue, il va prendre en compte la panne et il va regarder s'il doit intervenir ou alors si c'est une panne contrôlée ou autre. Okay. Et à partir de ce moment-là, il va décider de ce qu'il met en place. Chaque ingénieur est spécialisé dans un système. En tout, il y en a d'ailleurs une 60aine. Par exemple, Florian, qui ce jour-là avait la supervision globale des alertes, est en réalité spécialiste du système ForFlight. Donc là, on est dans une des salles techniques. C'est la salle Cotra, historiquement. Ok. Cotra, c'est l'ancien système. Maintenant, le nouveau système, c'est ForFlight. Donc du coup, on est en train de démonter, hein, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est le système pour voir les avions, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc Cotra, c'est vraiment l'ancien système qu'on a démonté. Et il y a 2 ans, on est passé en ForFlight. C'est un système de contrôle qui fait un package avec des informations radar, donc pour placer vraiment des avions précisément à un endroit, avec des informations plan de vol, donc savoir où va l'avion et d'où il vient. Vous voyez au final tout ce qui est en l'air, en fait. Voilà. N'importe quel appareil qui est en l'air. Alors, à une petite nuance près, c'est-à-dire qu'on voit tout ce qui est en l'air et qui est coopératif. C'est-à-dire des avions qui veulent bien se montrer. Ah, c'est des avions qui, à bord, ont activé leur transpondeur et vont pouvoir détecter avec nos moyens. La balise, quoi, qui permet de... Voilà, exactement, qui permet vraiment de savoir où il est et de se positionner correctement. Un avion qui éteindrait ce système ou qui aurait une panne de ce système, on ne pourrait pas le détecter. Ah oui. Ça va être au niveau militaire qu'ils vont pouvoir le voir.
Au niveau militaire, c'est pas des systèmes coopératifs, c'est-à-dire c'est des systèmes de détection que l'avion veuille se faire montrer ou pas. Normalement, ils sont d'accord pour se faire détecter les avions. C'est ça, exactement. Le but aussi d'un centre comme ça, c'est de les aider en route à savoir où aller, s'il y a des autres avions qui arrivent pour éviter les collisions, etc. Oui, donc, c'est ça. Voilà. C'est ça, ForFlight. Alors, c'est ça, exactement. Alors, c'est la partie visible de l'iceberg, on va dire. Voilà, c'est vraiment le service que ça rend. Le service que ça rend, ça va être vraiment de montrer précisément, un peu comme un Flight Radar 24, on le disait tout à l'heure. Oui, là, c'est la carte de tous les avions, pas que les avions d'ailleurs, mais tout ce qui vole. Alors voilà, tout ce qui vole, ça peut être du drone, de l'hélicoptère, de l'avion, l'aviation civile en général. Voilà, c'est ce que nous, on va contrôler. Mais c'est vrai qu'on voit le reste aussi. On a aussi des balises de test. Enfin, voilà, on a plein de choses qui sont représentées. Il y a énormément de choses. Alors oui, voilà, c'est parce qu'on est tout zoomé. Donc, alors, tu verras peut-être pas à l'image, mais du coup, ici, on voit le sommet nord de la France. Ici, on voit Strasbourg. Donc, c'est vraiment le quart nord-est de la France qu'on gère ici. Donc, tu vois, en termes de vol, on a une centaine de vols là, à peu près à gérer. Wow. C'est ce qu'on a nominalement sur la journée. Donc, là, c'est des vols qui sont corrélés. Alors, le principe de corrélation, c'est de vraiment savoir dire ce vol, il est à tel endroit géographiquement. Ça correspond à telle compagnie aérienne. Donc, par exemple, on va regarder ce vol-là, on va voir un Ryanair ici qui vole ici, on va voir du British Airways, du KLM, du Air France, voilà. Et on va être capable de dire, il vient de tel endroit et il va à tel endroit. Et il est à telle altitude, il va à telle vitesse, tout quoi. Donc, tout ce qui est données d'altitude, de vitesse, de situation géographique, ça va être les données radar, ce qu'on appelle les données radar. C'est vraiment ce qui est fourni par la détection de nos systèmes. Et après, on va différencier les données plan de vol. Le plan de vol, c'est ce qui est déposé par la compagnie aérienne pour dire, je décolle de Milan, je veux atterrir à Roissy à telle heure en passant par tel endroit. Ça, c'est vraiment ce qui va être demandé par la compagnie aérienne. Il va y avoir ce qui peut être demandé et ce qui peut être autorisé par le contrôle aérien en fonction des autres flux. Parce que forcément, s'il faut démêler tout ça... Et si forcément il passe à un endroit où il y a déjà un autre avion, mais voilà, c'est fou. Tu te doutes bien que... Voilà. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, là, c'est pas tout le quart nord-est qui est contrôlé, ça va être des secteurs, ça va être des portions spécifiques de Reims qui vont être contrôlés, donc tout va être découpé pour que le contrôleur ait une douzaine d'avions à gérer par secteur, ce qui est déjà énorme. Là, sinon c'est impossible à gérer, c'est compliqué. Autant d'avions, je sais pas, voilà. il y en a des centaines et des centaines. Il y a vraiment de quoi faire, et en plus on voit vraiment sur les extrémités, voilà, c'est vraiment tout ce qui est contrôlé à côté, donc on voit des vols belges, on voit des vols suisses, des vols du Luxembourg, des vols allemands, voilà tout ce qui veut traverser. Là typiquement, toutes les baies qu'on voit ici, c'est la moitié de ForFlight. Voilà. C'est vraiment le nouveau système de... Voilà, le nouveau système de contrôle aérien en salle de contrôle. Ça représente la moitié, donc maintenant tu vois ça prend un peu de place. Avant un calculateur, c'était vraiment un gros calculateur qui tournait, qui faisait du bruit ou autre. Maintenant c'est modernisé et ça c'est plutôt des baies. Comme J plus un travail, l'équivalent du data center. Vraiment tu as des baies et des baies et tout est supervisé et chaque serveur a un système. Et il fait tourner une application ou plusieurs applications et il assure tout. Ok, donc ce qui est fou quand même, c'est que ici, là, juste derrière nous, il y a la moitié du système du quart nord-est de la France. C'est ça. De tout le trafic aérien. C'est ça. Alors pour le coup, c'est le système principal. Il y a aussi le système secours. Puisque nous, on ne veut jamais que si un système tombe en panne, le contrôleur en haut n'ait plus rien comme information. Bah oui, il faut que ce soit redondant, des trucs de sécurité, quoi. Donc là, c'est la moitié de la partie principale. Il faut voir qu'il y a des réseaux secours, des systèmes secours, des applications secours. Voilà, tout est secouru. Vraiment, ici, le dogme à la maison, c'est vraiment ces ceintures, bretelles, ficelles, parachutes. Voilà, donc si tu perds un des moyens, il te reste quand même des choses. Heureusement, j'ai envie de te dire, parce que si jamais les pilotes ne peuvent plus parler au centre de contrôle, ils savent plus où ils vont, ils savent plus s'il y a d'autres avions et là ce serait très compliqué quand même. C'est ça, alors c'est des scénarios qu'on appelle des modes dégradés. C'est quelque chose qu'on travaille nous au niveau technique, c'est-à-dire vraiment une panne généralisée sur un système. On aura toujours un autre système sur des technologies différentes par exemple. Donc c'est-à-dire que s'il y a un plantage, histoire d'être sûr que ça fonctionne. Voilà, s'il y a un plantage à cause d'un langage de programmation particulier ou un bug ou un problème électrique, on va s'assurer d'avoir toujours un autre réseau électrique qui alimente. Comme ça, c'est vraiment différencié. Et avoir vraiment des réseaux différents, des applications différentes et des technologies de programmation différentes. Ok, donc ça, si on a un plantage, il n'y a pas de raison qu'ils se répartissent sur l'autre. Bien sûr. Ça va, je te dérange pas sur toi au cas où tu t'es appelé, tant que ça sonne pas, c'est que j'ai pas besoin. Parfait. Que je te... Non, j'ai un métier calme, sauf quand ça part un peu dans tous les sens. En fait, c'est le métier avec des pics, je pense. Exactement, voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai la montre. Comme ça me permet de voir mes pics de stress sur la journée. J'ai dit, bah tiens, j'ai eu 4 alarmes aujourd'hui. Oui, c'est ça. Non, il y a vraiment de tout.
Alors là, comme les collègues savent que peut-être je fais une vidéo, c'est possible qu'ils me délestent un peu de ce que je suis censé faire ce matin, que je comprends. Pour pas m'appeler pour des bêtises, on va dire. Mais tu puisses nous montrer un peu à quoi ça correspond. Voilà, c'est ça exactement. Il y a beaucoup de postes aussi ici, tout autour de nous. Oui, il y a vraiment de quoi faire. Alors vide, oui, parce qu'il y a tellement de systèmes qu'on n'a pas un expert par système. Ok. Et donc s'ils sont vides, c'est parce que ça tourne. Ah d'accord, ça c'est des postes de maintenance ou de choses comme ça si jamais il y a possiblement un problème et les gens se mettent là et ils réparent. C'est ça exactement. Okay. Donc comme je disais, nous on peut tout faire depuis la supervision technique qui est à côté. Si jamais on a besoin précisément sur un système, on peut venir sur la console ici. Mais tout est joignable depuis là-bas. Ça évite d'avoir à se déplacer à chaque fois et surtout ça permet de continuer à répondre au téléphone et de gérer la panne avec les collègues à côté si jamais il y a besoin de faire quelque chose. Oui. Je ne peux pas évidemment tout filmer, que ce soit dans cette salle ou même autour, parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu sensibles. Il y a des écrans un petit peu sensibles. Donc voilà, évidemment, tout ne peut pas être montré. On parle de sécurité aérienne, c'est quand même extrêmement sensible. Et donc là, du coup, on a un arrêt d'un radar qui est prévenu pour une maintenance. Ok. Donc là, c'est pas ma spécialisation, donc on va demander aux collègues de le faire. Sachant que les radars, ils sont pas ici, du coup, ils sont un peu partout en France. Voilà, c'est ça exactement. Et donc vous avez finalement le pouls, on va dire, du radar, savoir s'il fonctionne bien, si tout va bien et s'il y a la moindre panne. Voilà. Bah, c'est ici que ça sort. Techniquement, on peut intervenir sur les radars. Okay. Nous, on se sert une dizaine, une vingtaine de radars pour faire l'image radar et vraiment voir tous les avions qui sont présents à l'instant T au-dessus de nous. Là, c'est le radar de Paris-Nord qui va être en maintenance et c'est un radar qui est à notre charge. C'est un radar sur lequel on peut intervenir. Les gars de bureau, ils prennent la voiture, ils vont directement sur place. Ah, tu peux aussi aller sur place. Exactement. Et, ça, c'est vraiment le travail côté expert et spécialiste spécialiste du système. Et donc, ils y vont directement, que ce soit pour réparer des systèmes ou pour installer de nouvelles choses. Les mettre à jour, etc. Voilà, exactement. Donc là, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une maintenance qui est programmée sur ce radar. Comme ce radar, on le fournit également aux étrangers et aux autres centres de France qui contrôlent. On va devoir le programmer et donc voir avec eux pour coordonner en leur disant on vous a déjà prévenu il y a quelques semaines qu'il sera arrêté ce lundi à 9h30 ou à 7h30 ou à 8h30. Voilà. Est-ce que c'est OK pour vous ? Si c'est pas OK parce qu'ils ont d'autres problèmes techniques à côté, qu'ils en ont absolument besoin, on annule la manipulation. Parce qu'on fait aussi en fonction de tous les autres centres. Nous, notre boulot, c'est de coordonner avec tout le monde. Si c'est OK, on les prévient et on leur dit on te rappellera quand ce sera terminé. Et là, on a une équipe qui est déjà partie ce matin et qui est déjà sur place. Et dès qu'on leur passe un coup de fil en disant c'est bon, il y a le top de tous les centres. Ils arrêtent. Ils arrêtent la diffusion du radar, donc ils arrêtent d'envoyer des données. Ils peuvent bosser dessus, maintenir le système et après le retester avant de le rendre. Mais comment ça... Ça me paraît fou parce qu'il y a du coup, pendant ce laps de temps, il y a une zone en France où ça ne détecte pas, où il y a d'autres radars autour qui Alors peuvent voilà, il voir, faut savoir qu'un avion il est détecté par énormément de radars, donc le fait d'arrêter un radar, la manière dont on coordonne et dont on fait, c'est que forcément on ne veut pas que tous les radars du nord de la France soient faits en même temps en maintenance. Ce serait dommage. Il faut qu'on se coordonne avec les autres centres, donc forcément on ne va pas arrêter tous les radars en même temps, de la même manière qu'on doit se coordonner avec les étrangers. S'ils ont des maintenances programmées, on ne va pas faire les maintenances. Voilà. Bien sûr. Et je suppose qu'en plus tu as un temps hyper short pour pouvoir faire ce genre de truc. Voilà. Tu peux pas te dire j'ai une semaine, pendant une semaine je l'arrête, c'est pas possible. S'il y a des travaux plus grande durée, par exemple vraiment des travaux BTP, on va changer le radome d'un radar, donc vraiment la portion supérieure, ou si on va changer du câblage ou autre, il peut être arrêté pour une durée longue, mais dans ces cas-là c'est inclus dans les travaux et c'est pas gênant et on va limiter la maintenance sur les autres autour. Voilà. Mais ça c'est que là il y a une phase un peu critique sur les autres radars pour être sûr qu'il n'y ait pas de panne pendant qu'il y en a un qui est arrêté. Exactement. Oui, bonjour, c'est le Serena S, c'était pour vous prévenir qu'on allait arrêter le radar de Paris-Nord. D'ici un quart d'heure, oui. De Paris-Nord, très bien, merci. À tout à l'heure, salut. C'était pour vous prévenir qu'on allait arrêter le radar de Paris-Nord. Donc là, on a fait toute la partie coordination avec les chefs de salle et les centres adjacents pour vérifier qu'on avait bien le feu vert pour y aller. Et là, maintenant, on va intervenir directement sur les systèmes et on va couper les flux. Couper le radar, ce qu'il envoie comme données. Donc là, ça coupe. Il est passé en rouge sur la carte des radars. C'est ça, ce qu'on aperçoit au loin. On peut pas... Voilà, ce qu'on aperçoit au loin, voilà. Ce que je disais, tout est supervisé. Mais ce qui sonne, c'est vrai qu'on arrête un système et que ça sonne. En général, on vérifie quand même que ce soit toujours le bon système. Parce qu'une alarme peut correspondre à n'importe quel système. Et après, ça s'affiche là-haut. Voilà, ça s'affiche. On voit quel système est impacté. Là, en l'occurrence, c'est du ForFlight. On sait que c'est du ForFlight. On vérifie quand même sur les écrans. Donc là, les écrans, tu vois tout ce qu'on voit au fond. Là, c'est des écrans ForFlight. Donc il y a vraiment de la marge. Et là, en l'occurrence, on sait que c'est un radar. On sait que c'est vraiment sur ce sur quoi on a cliqué. Donc voilà, pas d'inquiétude. Mais c'est normal qu'il y ait une alarme qui prévienne que ça soit arrêté. Il faut être attentif. Ça pourrait être une alarme sur le même système.
système, mais pour un autre type, ou pour un radar, mais un autre. Donc voilà, il faut quand même qu'on soit attentif. Donc là, c'est pour ça que je suis allé vérifier. Et là, du coup, vous pouvez prévenir l'équipe maintenance qui se trouve là-bas sur place pour leur dire c'est bon, le radar est coupé. On leur donne le top en disant voilà, tout le monde est OK, en sachant que si un seul des centres qu'on a appelé, typiquement le centre de Beauvais ou n'importe quoi qui nous appelait, en disant attention, on a un problème ou on peut pas tout de suite ou on a d'autres soucis sur d'autres radars, on en a besoin actuellement. On aurait annulé la maintenance. Voilà, ça. Dans ce cas-là, il faut rappeler tous les autres centres en disant finalement c'est annulé. Exactement, voilà. Si tu comprends la notion de voilà. C'est bon, là, c'est un petit radar dans le sens où il n'est pas exploité par énormément de personnes, donc on a peu d'intervenants. Il y a des radars où des fois on a une quinzaine d'appels à passer. Donc 1 minute par appel, on passe 15 minutes. Si le dernier nous dit on peut pas, d'un seul coup ça devient compliqué. Voilà, exactement. Et ça prend un temps fou d'ailleurs de couper un radar. C'est pas finalement juste un bouton. Ah non, clairement pas mal de choses. En termes de coordination humaine déjà, et même en termes de moyens techniques, pour arrêter un radar, c'est quelque chose qui tourne. Il faut vraiment voir ça. C'est pas une centrale nucléaire non plus. Il ne faut pas arrêter tout un process. Mais voilà, il y a des moteurs. Il y a tout un tas de systèmes d'abord à déconnecter les uns après les autres. Voilà. Il y a des applications. Et pour le coup, pour un radar, il y a vraiment le côté matériel. C'est un vrai radar qui tourne. C'est une grosse antenne qui tourne à 360 degrés. Donc il faut arrêter aussi ces systèmes-là. Le mouvement du radar. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis comme tu peux le voir, mais les salles techniques elles sont très grandes. Donc, on est dans une nouvelle salle avec. Oh mais c'est immense, mais ça va jusqu'au bout là-bas. Ah oui, il y a de quoi faire. Il y a des serveurs partout. Oui, il y a vraiment de quoi faire. D'ailleurs, est-ce que le hacking, c'est pas l'une des plus grandes peurs que vous avez? Parce que tout ça, c'est connecté à Internet? Alors non, justement, c'est du réseau local. Ok, il n'y a rien vers l'extérieur. Voilà, on a très peu d'interfaces. Il y a une alarme. Il y a une alarme qui sonne. Ok, tout va bien. Pour moi, c'est bon. J'aperçois depuis ici. Ouais, tout va bien. Au niveau vraiment connexion Internet et tout, le seul peu de connexion qu'on aurait serait vraiment protégé, coupe-feu, pare-feu et autres. Mais c'est vrai que la problématique cyber se pose de plus en plus. On a des systèmes qui vont nous protéger contre ça. On a même des échelons centraux au niveau de Paris qui vont surveiller tout ça. Enfin voilà, on a une grosse infrastructure comme toutes les boîtes qui font la donnée comme ça. Mais pour le coup, on est quand même un peu obligé d'être sensibilisé à ça. Et oui, parce que quand même, c'est un endroit très sensible, dans le sens où c'est ce qui va gérer tous les systèmes aériens en France. Ça paraît bête, mais c'est extrêmement sensible comme endroit. D'ailleurs, c'est très protégé. Voilà, je tiens à préciser aussi, c'est extrêmement protégé pour rentrer, il y a tout un tas de séries de choses à faire pour justement éviter tout problème. Oui, voilà, c'est ça. Bon, c'est déjà pas mal de pouvoir faire des images ici parce que pour le coup, le métier est très peu connu, c'est un métier de l'ombre. Donc voilà, c'est déjà pas mal de pouvoir faire des vidéos et de faire connaître un peu le métier. Oui, parce que s'il y a une panne, admettons, sur tout for flight des serveurs, là, en fait, vous ne voyez plus rien ici. Alors oui, on perd les outils. Si, parce que tu as des systèmes redondants. Voilà, on perd les outils et on va appeler le chef de salle à basculer sur ses moyens secours. Nous, on va mettre en place des moyens secours pour toujours lui fournir une information. Sachant que les moyens secours sont toujours... alors, c'est soit exactement les mêmes, mais vraiment, le temps de la bascule, on va perdre pendant 5 ou 10 secondes, soit un autre système, mais où il aura un peu moins d'informations, ce sera moins confortable de contrôler. Oui, mais au moins, ils verront quelque chose, quoi. Voilà, mais une situation qu'on ne préfère pas garder sur la durée. C'est vraiment pour dépanner le temps que nous, en tâche de fond, on répare tout. À savoir que le chef de salle, en fonction de la panne, il peut être amené à vider le ciel. C'est-à-dire que si jamais vraiment il y a une grosse panne des systèmes, ou même admettons un incendie en salle technique, et on dit on va perdre tel système, tu ne pourras plus communiquer avec, ou tu ne verras plus où ils sont et autres, il peut être amené à vider le ciel, c'est-à-dire vraiment rerouter et sortir tous les avions qui sont dans le secteur nord-est vraiment de la France, et refuser tous les vols autour auprès des adjacents, donc tous ceux qui nous envoient des vols habituellement, en disant attention, grosse panne technique. Ça doit mettre une pagaille dans tous les aéroports du monde, ça. Voilà, alors ça c'est des retards dans tous les sens. Hein. C'est toi dans ton aéroport qui voit 4 heures de délai et qui te dit mais pourquoi? Voilà, ça peut être une des raisons, ça peut être pour des raisons techniques. Et pour le coup, voilà, ça c'est quelque chose qui pourrait arriver, mais qu'on évite au maximum. Alors vider le ciel, non. Moi, pas depuis que je bosse. Honnêtement, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie d'éviter. On peut mettre des régulations. Par exemple, dire ok, on fait plus décoller que 50%, ou alors on continue à faire voler ce qui est déjà en l'air, mais on arrête les décollages. Vider le ciel, ce serait vraiment le dernier recours. Voilà, exactement. Et c'est quoi la plus grande panne que tu aies pu toi vivre dans l'expérience? Alors moi, j'ai pas eu de vol. Est-ce que tu dois avoir des pics de stress comme ça quand il y a des pannes qui arrivent? Ça va, oui. Alors après, le métier fait qu'on ne doit pas être stressé. Il ne faut pas qu'on surréagisse, on va dire, mais c'est vrai que tu as toujours une petite notion de stress plus ou moins en fonction des systèmes. Moi, j'ai pas eu de chance. Il y a 2 ans, à l'installation du nouveau système donc de ForFlight, j'ai eu une panne d'un gros composant qui gère tous les plans de vol.
Donc tout ce que les compagnies déposent, toutes les informations qu'on rajoute sur les vols. De savoir d'où est-ce qu'il vient, où il va, et Voilà. par où il passe. Exactement, voilà. Donc tout au final, vraiment toutes les informations, et ce système-là a planté entièrement. Et le système était en phase de test, c'est-à-dire qu'on était en cohabitation avec l'ancien système et le nouveau. Ok, donc heureusement tu as pu reprendre sur l'ancien. Alors non, on était en train de définir si c'était possible de rester sur le nouveau. Super. Et c'était le dernier jour de la validation en disant bon c'est bon et tout est stable. Bon, il se trouve que tout n'était pas stable. Et donc à partir de ce moment-là, au niveau de la salle de contrôle, on n'avait plus ce moyen-là. Ils ont dû passer sur l'écran de secours et contrôler avec des moyens très restreints. Pour mieux comprendre comment se gère une panne, Florian et son équipe ont simulé une défaillance sur le système ForeFlight justement. Bien sûr, seulement sur un poste de contrôle local qui évidemment n'a eu aucun impact sur la salle de contrôle située juste au-dessus. Donc là, typiquement, tu vois, on voit une alarme. Ouais. C'est 4F IHM, c'est ForeFlight IHM. Donc l'IHM, c'est vraiment la visu. Ça veut dire qu'on a vraiment un souci au niveau de une des positions de contrôle. Okay. Donc là, en l'occurrence, sur ce genre de panne, je me rapprocherai de mes supervisions dédiées. Et je verrai, tu vois, ici, c'est vraiment au niveau de la salle de contrôle. Et tu verrais ici, au niveau de la salle de contrôle, qu'il y a un problème sur cette position-là, précisément. Okay. Donc tu vois, on a vraiment une position qui passe en dégradé, donc c'est qu'il y a un problème dessus. Celle-ci ne reçoit pas la position des avions, quoi. Voilà, c'est ça. Elle passe même en violet, donc en inconnu, c'est-à-dire qu'elle est figée ou qu'il y a un problème dessus. Donc on peut aller voir le détail dessus. Donc ça, je ne te le montrerai pas pour des raisons techniques. De sécurité, tout à fait. Voilà, exactement. Donc là, tu vois, ça fait sonner vraiment parce que du coup, cette position-là, elle est reliée à des côtés réseau, elle est reliée vraiment à beaucoup d'interfaces, donc elle fait sonner énormément de choses. Là, pour le coup, donc il y a un contrôleur aérien qui n'a plus rien. Alors, on a de la chance, c'est une position technique qui est tombée, c'est la position qui est là. Donc on s'en sort bien. Si c'était un contrôleur, on aurait déjà eu un appel du chef de salle qui te à dit l'instant où ça tombe. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi on va Exactement, en disant on a une position qui est cassée, enfin, là, avec ces termes en fonction, mais qui nous aurait dit attention, j'ai un contrôleur qui ne peut pas contrôler. Là, en l'occurrence, on a de la chance que ce soit une position technique. Voilà, exactement, c'est celle que je t'ai montrée un peu plus tôt dans la journée. Voilà, c'est celle-ci, donc on peut voir des messages d'alerte. Effectivement, il nous dit on n'a plus de radar. Voilà, exactement. Il te dit attention, là c'est cassé, on a un petit souci. Un problème. Voilà, exactement. Donc là, on va aller intervenir dessus. Donc le diagnostic, il va se faire déjà depuis la supervision. Donc les synoptiques que je ne vais pas forcément te montrer, mais voilà, depuis la supervision. Tout à fait. Et en plus de ça, on va pouvoir aller voir la machine directement. Donc là, en termes de diagnostic, j'aperçois que sur la machine incriminée, il n'y a vraiment pas l'air d'avoir de soucis de réseau. J'ai mes signaux de vie, que ce soit en face avant ou en face arrière. Donc j'ai pas l'impression que ce soit un problème réseau à proprement parler. Donc maintenant, je vais pouvoir aller intervenir sur ma supervision, essayer de passer des commandes, essayer de passer des commandes sur le serveur pour voir ce qui fonctionne pas. À terme, si jamais vraiment il y a besoin, un reboot électrique, comme tu dis, vraiment le dernier moment quand tu rebootes ta box à la maison. C'est voilà, pareil, quoi. Voilà, c'est ça. Ah ouais, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Oui, c'est ça. C'est à toi de trouver d'où vient le problème. Voilà, exactement. Donc là, en termes de panne, je vois que mon système est encore joignable. Donc je vais essayer de lui envoyer une commande pour relancer à distance, plutôt que de faire un reboot électrique qui serait plus impactant. Il faut savoir qu'en termes de résolution de panne, on va essayer vraiment d'être graduel, c'est-à-dire on ne va pas arracher le câble électrique et le remettre. C'est ce qui prend le plus de temps à revenir et c'est ce qui est plus impactant. On risquerait presque de perdre la machine entre guillemets. Donc là, ce que j'ai fait, c'est vraiment essayer d'envoyer un petit signal de vie, essayer de redémarrer la machine, mais vraiment au niveau... La machine tourne encore, je ne vais pas la redémarrer entièrement. Ça permet d'être moins impactant et surtout de rendre le service plus rapidement. Donc là, tu vois, j'envoie ma commande, mais tu vois que ça met du temps à vivre. Donc, faut pas être stressé. Faut pas se dire. Là, tu te dis, hop, tu vois, c'est un joli arc-en-ciel. Hein, si jamais. Ça, je filme pas. Tu peux filmer de loin si tu veux, mais c'est. Voilà. Plutôt. Attends, mets-toi devant que ça reste flou. Un bel arc-en-ciel derrière moi. Bien violet, Voilà, ça, c'est ce qui est pas souhaitable. Voilà. Nous, on apprécie le vert, vraiment vert couleur qui détend les yeux. Le vert, c'est très bien. Donc là, comme c'est une position technique, voilà, pas de stress. Si c'était une position en salle de contrôle, on essaierait de la rendre au plus vite. L'écran est en train de rebooter derrière. Voilà. C'est celui-là, exactement, ce poste-là. On est en train d'essayer de réparer. Donc là, tu vois, ça ressonne. Alors là, c'est bête, mais c'est plutôt bon signe que ça ressonne. Ça veut dire que la machine recommence à donner un peu de signal de vie. C'est-à-dire elle commence à revenir au niveau réseau, elle commence à redonner un peu de notification. Donc elle dit attention, je suis encore dégradé, mais c'est au moins c'était toujours bon signe, on va dire, ça veut dire qu'elle revit. Là, tu as l'impression que rien ne se passe. Moi, sur mes supervisions, ça s'anime en tout cas. Je serais rassuré. Là, écran noir, hein. Ouais, voilà. Alors c'est pour ça, il faut pas être pressé. Moi, sur mes supervisions, je vois que ça s'anime, je vois que ça remonte tranquillement. C'est pour ça qu'au chef de salle, on essaie de vraiment pas le paniquer et lui dire ok, bon, on intervient. Et c'est pour ça qu'on lui donne un temps de réparation de l'ordre de 5 minutes. Ils s'amusent pas à regarder en disant ouais, mais là c'est l'écran noir, c'est tout cassé. Voilà. Nous on maîtrise le côté technique, eux maîtrisent le côté exploitation. Félicitations,
ça remarche. Écoute, voilà, on s'en sort plutôt bien. Il est là, Donc tout là, est vert. En l'occurrence, voilà, La position des de contrôle avions est bien réparée, donc on s'en est bien sorti. Donc là, c'est pas terminé. Ce qui me reste à faire, moi, ça va être à notifier sur mon cahier de procès verbal, vraiment pour expliquer elle a planté, sur ma résolution de la panne, comment ça s'est passé, combien de temps ça a pris, pour vraiment voir, quantifier ce qui s'est passé. Et après, à terme, les gens de bureau qui font l'analyse d'événements pourront faire des stats en disant attention, cette position, c'est déjà la 4e fois qu'elle plante dans la semaine. Il y a peut-être un souci avec, peut-être changer des composants ou peut-être changer la machine carrément. Donc le boulot s'arrête pas là. En fait, c'est fou qu'il y ait quand même autant d'alertes de panne, parce qu'en fait, c'est pas forcément des pannes, c'est juste des micro-trucs. C'est des petites parce que là, on a l'impression informations. qu'il y a un truc qui tombe en panne toutes les 30 secondes. C'est vrai, en fait, c'est vrai pas que du tout. oui, en fait, c'est des informations. Des paquets peut-être ou des trucs comme ça. Exactement, c'est des informations qui sont notables et toutes sont pas importantes. C'est vrai qu'une alarme, on pourrait dire attention, il y a un système critique qui est en train de tomber. Genre vraiment. là. Donc là, c'est une alarme radio, hein, typiquement. Ok. Ça, c'est un souci encore différent. Et IESSA, justement, c'est une formation aussi qui recrute énormément. Alors ça passe par l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile. Il y a des concours, d'ailleurs, qui se font bientôt, je crois. Je vous mets toutes les infos en description, comme ça vous pourrez voir ça. En termes de salaire, d'ailleurs, quelqu'un qui commence un métier comme ça, combien il peut espérer? Alors, tu sais ou pas? Ouais, à peu près, j'aurais pas les chiffres exacts parce que ça a peut-être changé entre temps, mais ce qu'il faut savoir déjà, c'est que tu es rémunéré pour tes études. C'est-à-dire que ta première année, deuxième année d'école d'ingénieur, donc ton bac plus 3 et plus 4 sont déjà payés. Oui, parce que tu es ingénieur d'ailleurs. Oui, c'est un statut d'ingénieur. Voilà, c'est ça, c'est un titre de master qu'on a, mais c'est un statut d'ingénieur qu'on a à la fin, c'est un bac plus 5 et tu es payé à partir du moment où tu rejoins l'école d'ingé. Donc la première année, je crois que c'était de l'ordre de 1200 €, il me semble. En deuxième année, 1500 €. Et après, à partir du moment où tu signes ton affectation en centre, tu montes à 1800, puis très vite 2100. Net? Tu parles en net? Ouais, 2100 net, voilà. Donc ce qui est déjà énorme. Dans les premières années, quoi. Exactement. Déjà, le fait d'être payé en études, c'est l'équivalent d'une alternance, quoi. C'est vraiment très fort. Alors que tu es en cursus initial, tu fais vraiment pas de travail en centre effectif. Et suivi de ça, à partir de tes premières qualifications techniques, c'est vraiment quelque chose que tu obtiens au bout d'1 an. Donc à la fin de ton bac plus 5, tu montes à 3000 €. Donc tu es à 3000 € net, t'es à 3000 € net par mois. C'est une formation qui rémunère vraiment très bien. J'ai 8 ans de boutique, je suis à 4200 € net par mois maintenant. Oui. Ok. Oui, signé. Waouh. Oui, non mais attends, c'est hyper intéressant. Ah oui, c'est hyper intéressant. C'est après impôt, enfin je te dis vraiment en bien net, sûr, voilà. Net, Vers milieu de carrière, tu es à 5000 € par mois. En fin de carrière, tu peux atteindre des salaires à 7000 € par mois. Ce qui est très impressionnant parce que c'est très peu connu. D'ailleurs, c'est une des raisons qui m'a convaincu de signer, hein, mine de rien, parce que c'est important. Alors après, je pense qu'on est payé comme ça pour le niveau de responsabilité qu'on exige de nous. On est quand même engagé sur beaucoup de manipulations. Chaque fois qu'on touche à un système ou quoi que ce soit, il faut qu'on soit sûr de nous. Il faut qu'on ait la tête bien faite, on va dire. Il faut vraiment, voilà. Mais oui, c'est sûr que c'est un des gros atouts du métier. Et d'ailleurs, c'est étonnant qu'il soit si peu connu. Julie, toi, tu es encore à l'ENAC. Du coup, tu es en train de finir ta formation? C'est ça, je suis en train de finir la formation et en fait on fait 2 ans à l'ENAC et la dernière année on l'a fait sur notre lieu d'affectation. Parce que comme chaque centre a des spécificités et ses systèmes particuliers, la dernière année on l'a fait entièrement en stage sur le centre où on travaillera plus tard afin de pouvoir se spécialiser vraiment sur les systèmes qu'on sera amené à superviser et à maintenir après. Et qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de faire ce métier-là? Alors mon père m'en a parlé et j'ai fait mon stage de 3e dans un centre similaire à Blagnac, au niveau de l'aéroport proche de Toulouse. Et ça m'a beaucoup plu de voir tous ces systèmes, la salle de supervision, les salles serveurs. Quand on est enfant, ça fait, ou même ado, ça fait un peu rêver. Puis je suis ravie d'être là, ça correspond à ce que j'avais vu. Je suis ravie. T'es heureuse et ça te plaît, c'est trop bien. Et vous avez le statut fonctionnaire du coup? Oui, on est fonctionnaire fonction publique. Et pour pouvoir rentrer justement à l'ENAC sur cette formation, il faut un bac plus 2, je crois, c'est ça? Alors c'est ça, il y a des recrutements qui sont prépa et des recrutements qui sont IUT aussi. Maintenant, il y a le concours qui est ouvert en bac plus 5, donc c'est vraiment une voie différente, c'est des gens qui sont déjà ingénieurs. Ok, en vrai c'est très cool. Et puis c'est un métier qui est passionnant en plus, c'est un métier qui est dans l'aviation, qui a quand même pas mal d'adrénaline selon les pannes que tu as, etc. Clairement. Là d'ailleurs aujourd'hui ton téléphone sonne pas trop, mais parce qu'il y a d'autres gens qui s'en occupent exprès pour que tu puisses comme les gens savent, exactement, comme les gens savent que je suis en vidéo, on m'épargne un peu des pannes, mais oui, mais normalement ça sonne et tu serais occupé, etc.
Exactement, D'ailleurs, tu as ouais. tout le temps ton téléphone avec Ah, toi. je le lâcherai pas. Hein. Le badge et le téléphone, sinon tu fais pas grand-chose dans ta journée. Tous les plans, voilà, ils ne trichent pas. Ah oui, oui, téléphone. s'il sonne, je pars. Voilà, mais oui, effectivement, c'est un métier où il y a de l'adrénaline, où c'est bien payé. Enfin, c'est quand même, il y a pas mal d'avantages dans ce Ah métier. oui, oui, c'est impressionnant. Tu es en 35 heures? Oui, c'est ça. Alors nous, on est en 32 heures parce qu'on 32 fait du heures. travail nuit, férié et autres, mais Ok. on fait 32 heures semaine. Alors nous, pour le coup, nos horaires, ils sont vite faits puisqu'on fait un 7h30, 20h par exemple aujourd'hui. Oui. Donc j'ai déjà fait 12h30 dans ma semaine. Ah oui. Donc quand je fais En ma plus. nuit demain, je viendrai de 19h30 à 8h du matin. Je Et fais t'auras fini l'horaire ta de semaine. nuit et j'aurai déjà fait 25 heures dans ma semaine. Donc il me reste encore un jour de bureau à faire et ce sera déjà pas mal. Il y a une chambre. Bah là, Qu'est-ce que c'est ça? c'est une Non, parce vraie qu'on est- chambre. On est quand même juste à côté de la salle où il y a tous les écrans. Ah bah là, et tout ça, exactement. Alors pour le coup, voilà, c'est la chambre de nuit. Donc, comme Ok. j'expliquais, on fait du H24. Donc qui dit Ouais. H24 dit faire des horaires de nuit. Donc demain soir, par exemple, je vais venir travailler de 19h30 à 8h du matin. Ok. S'il y a des alarmes, des mises en service, quelque chose de programmé, ben forcément je vais pas aller me coucher, je vais aller bosser. Il se trouve que si j'ai pas d'alarme et j'ai rien de programmé, je peux essayer d'aller gratter du sommeil. Et puis tu as le téléphone au cas où qui te réveille. Exactement, j'ai les alarmes directement ici, ce que tu as pu entendre pendant Oui, la journée. ça, tu Ça l'entends bien. sonne. Alors tu vois le petit boîtier ici qui va faire sonner. Donc si on a une alarme, je peux t'assurer que tu ne dors pas comme à la maison. Tu es réveillé au bout Ok. d'une demi-seconde, c'est vraiment. Oui, effectivement. Et tu te lèves, hop, baf, t'arrives Ah directement bah dans là la tu arrives salle, et pour le coup il faut décoincer rapidement, il faut remettre les process en marche Oui, dans parce ta que tête. si ça sonne, c'est qu'il y a une alarme, il faut faire un truc. Exactement, c'est vrai, il faut réagir. Et si c'est le téléphone, il faut avoir une voix assez réveillée quand même au téléphone. Donc on a des espaces de vie comme tu peux le voir. Donc on Bah a ouais. vu voilà, les chambres à côté. Il y a les Très cuisines cool. ici et on a une toute dernière, la salle de repos juste de l'autre côté. Donc avec nos casiers, là où on peut ranger nos affaires. Voilà. Et donc on a la salle de repos ici. Oh, ah ouais. Comme tu peux le voir, voilà, donc un espace Très sympa. détente, on va dire. Bon, On toujours dirait un avec les sous-sol alarmes. de père de famille américain. C'est ça, ouais, c'est ça, le basement, un Ouais, peu, le basement. voilà, où il y a des trucs, bon voilà. Donc toujours à côté des alarmes, hein, bien sûr. Donc dès qu'il y a une alarme, on en prend plein les Forcément. oreilles. C'est le but Et- du métier. D'ailleurs, là, tu as des. Écrit, c'est des alarmes Alors justement ouais, exactement, il y a tout qui est déporté. Donc Alors, je suis vois pas ici. sûr de pouvoir filmer ça par contre. Oh, ouais, mais si c'est des noms de système, ça parlera pas trop. Mais oui, je suis Au d'accord. cas où. Dans pour l'idée, raison de voilà. sécurité, Mais donc voilà. voilà, on a des noms de Il système. y a plein de petits acronymes de noms de système voilà, qui sont tous verts et je Voilà. suppose que si ça passe rouge, c'est que Exactement, c'est c'est pas bon signe. Ça veut dire que l'alarme sonore a sonné dans tous les cas, donc Ok. on sait qu'il y a quelque chose. Mais déjà ici, on sait déjà sur quoi ça va intervenir. pas bon. Je vous montre, mais tout est flou. Hein. Voilà. D'accord. Donc là, effectivement, ce n'est pas une autre vidéo. Hein, c'est toujours la même. Je n'ai pas changé de métier. Pourquoi nous sommes dans un gymnase et un terrain de foot de basket au milieu? Ah bah là, ça Qu'est-ce fait que partie c'est que du ça centre. Hein. Donc ici, c'est centre vraiment côté sportif. De l'autre côté, on aura la salle de muscu, on pourra passer voir très rapidement si tu veux. C'est pour, Donc juste ici, pour donner bah, une idée de la taille du centre quand même, parce que Ah tu as bah, ça à l'intérieur. Oui, à l'intérieur, oui, exactement. Donc au-dessus de nous, on a tout ce qui est cafétéria, restauration et tout. Donc là, vraiment, c'est la portion centre de vie ici, on va dire. Ok. Donc les gens, ils restent ici après le bureau, faire un foot, Tu machin. Au niveau des contrôleurs, ils ont des temps de pause obligatoires au milieu de leur journée. Oui. Donc ils viennent faire des foot pendant 1 heure ici. Ça avant de demande beaucoup reprendre de le- concentration. Oui, ils n'ont effectivement, pas le droit de tout le temps. travailler trop longtemps sur position, donc c'est vraiment du temps réglementaire de pause. Donc comme ça, ils peuvent venir faire du sport ici. Et puis nous, après le boulot, on peut rester, on profite aussi. C'est quand même Voilà, cool. donc on peut aller voir la salle de muscu si Bien tu sûr. veux à côté. Bon, Et- c'est très spartiate. Hein, c'est... Bah, on va aller voir ça. on a un mur d'escalade et on a une Un salle. mur d'escalade. Ah oui. Bon, après, alors, c'est toujours plus. Toujours Parce que plus, comme ouais, ça c'est rentrait dans l'espace, en fait, plus il y a d'espace, plus tu le remplis. Hein. Voilà, tu vois. Ah oui, bah attends, mais c'est un vrai mur d'escalade de ouf quand même. C'est un vrai mur d'escalade. Attends, Comme mais tu c'est trop vois, il y a de quoi faire, donc voilà. Et puis une petite partie CrossFit qui est en train de s'installer Ouais. tout doucement. Vous êtes combien en tout dans le centre? Est-ce que tu sais ou pas? Alors nous, en IESSA, on est entre 60 et 70 en Ok. fonction des effectifs. Au niveau contrôle, je pense qu'ils sont 300 contrôleurs à peu près. Ouais, 300 contrôleurs et 60-70 Ouais, c'est IESSA. ça. Donc là, on est sur une des portions extérieures du centre. Donc comme ça, je t'ai montré un peu la salle de sport à Ouais. l'extérieur. Là, pour le coup, on est vraiment sur le côté extérieur, donc il y a encore de quoi faire. Ah, En été, c'est sympa, hein. hein, parce que pour le coup, tu peux t'installer pour manger dehors et tout. Tu me le vends bien ton truc. Hein. Ah, ça, c'est pour que tu signes à la fin de la vidéo. C'est ça, C'est peut-être la dernière vidéo de la chaîne, attention. Ouais. Sachez-le, peut-être que finalement je vais finir IESSA. C'est ça. Maintenant que je vous ai tous les trois d'ailleurs, parce que là on a quand même, à vous trois, il y a quand même pas mal de systèmes qui sont représentés. Ouais, vraiment tout est couvert. Là-dedans, L'équipe de supervision. Voilà. c'est clairement une équipe de supervision parfaite. Évidemment, vous n'êtes pas que tous les trois dans ce centre. Hein, il y a Ouais. plein de gens, vous êtes plutôt chef d'équipe chacun. Est-ce que vous êtes passionné d'aviation? On n'est pas obligé d'être passionné par les avions pour faire ce travail, on est d'accord? Moi, oui, dans tous les cas. Toi, J'aurais ok, t'es fait passionné, l'aviation que ce soit en civil ou en militaire. Je me Ok. suis ouvert toutes les portes possibles.
Après, en étant IUT, je pensais pas pouvoir avoir un niveau d'ingénieur après, donc c'était une belle passerelle. C'était peut-être la meilleure que j'aurais pu avoir par rapport à mon niveau d'études. Mais ouais, peu importe, j'aurais fait, que ce soit pilote, mécano ou autre, je serais allé dans ce milieu-là, dans tous les cas. Et toi, John? Ouais, et Comment du coup, non, ouais, ça serait un peu l'inverse, mais moi, pas du tout. J'étais pas du tout passionné d'aviation. Je pensais pas du tout travailler là-dedans. Et c'était vraiment une opportunité que j'ai eue un peu au hasard. On m'a parlé de l'ENAC. J'ai passé le concours un peu en me disant ça fera partie des concours que j'aurais passé. Ça m'entraînera pour la suite. Ouais. Je l'ai eu, je me suis renseigné après avoir eu les écrits sur ce que c'était. Très original. C'est ça. Le concours, tu sais pas de quoi. Exactement. Jamais. Exactement. Il y avait beaucoup de lettres dans l'intitulé. Fallait que je bosse pour, au moins pour être un peu plus sérieux pour les oraux. Et finalement, je me suis dit pourquoi pas. C'est un milieu très, très chouette, très épanouissant dans lequel j'espère qu'on le présente suffisamment bien. Mais il y a un panel de possibilités qui est pas infini, mais presque. On peut être de développeur à superviseur de temps réel, faire de la gestion de ressources humaines. Il y a un panel incroyable. Oui, je pense que c'est un métier qui souffre de manque de visibilité parce qu'en fait, les gens ne connaissent pas, tout simplement. Et vous êtes finalement un maillon extrêmement essentiel dans la chaîne, c'est-à-dire que sans vous, finalement, il n'y aurait pas, c'est ça. Il n'y aurait pas d'avion qui vole. C'est toute une chaîne. Chaque maillon est important. Chaque maillon est important, ouais, absolument. Merci beaucoup de m'avoir accueilli ici aujourd'hui. Pas de souci. C'était ultra intéressant d'avoir découvert tout ça, tout un pan que je ne connaissais pas. Sur cette chaîne, on finit par comprendre vachement mieux le domaine de l'aérien justement. De bout en bout. On a fait pilote, on a fait PNC, on a fait agent de piste, on a fait contrôleur aérien et maintenant on fait IESSA. Et encore une fois, si jamais ce métier vous intéresse, tous les liens sont en description pour pouvoir passer le concours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Et moi, je vous donne rendez-vous un prochain dimanche, 18h. Salut!